La valise de Julie était restée ouverte sur le lit pendant 3 jours. Une gueule béante que nous avions remplie ensemble de pulls en cachemire, de tenues de rechange élégantes et de dossiers professionnels. Elle partait pour un séminaire de 3 jours dans les Alpes, un événement annuel organisé par son cabinet de conseil, disait-elle. Je l'avais regardée s'agiter avec cette efficacité que j'admirais tant, vérifiant ses chargeurs, ses notes, son flacon de parfum fétiche. Nous vivions ensemble depuis 3 ans, un appartement sous les toits de Paris, une vie tissée de rituels doux, de cafés partagés le matin et de projets de vacances à l'autre bout du monde. Je l'aimais d'un amour tranquille, profond, celui qui ne questionne jamais l'évidence. Quand je l'ai déposée à la gare de Lyon ce jeudi matin, le ciel était d'un gris perle et ses yeux brillaient d'une excitation que j'attribuais à ses responsabilités croissantes au sein de la boîte. Elle m'a embrassé longuement, un baiser qui sentait la menthe et le départ, en me murmurant qu'elle m'appellerait dès son arrivée au Grand Hôtel de Megève. Je suis rentré chez nous, le cœur léger, avec pour seul programme 3 jours de solitude studieuse. Mais le destin, ou peut-être une faille technologique banale, allait transformer cette solitude en un enfer dont je ne soupçonnais pas l'existence. Le soir même, alors que je préparais un dîner solitaire, j'ai machinalement ouvert mon téléphone. Nous avions activé la localisation partagée 1 an plus tôt, lors d'un voyage de randonnée où nous avions peur de nous perdre. Ce n'était pas un outil de surveillance, juste une commodité, un petit point bleu sur une carte qui nous rassurait mutuellement. J'ai ouvert l'application, m'attendant à voir Julie confortablement installée au cœur de Megève, peut-être en train de dîner avec ses collègues. Mais le point bleu n'était pas à Megève. Il se trouvait à une 30aine de kilomètres de là, dans un repli isolé de la montagne, loin de toute zone hôtelière. J'ai zoomé. La localisation indiquait un lieu-dit nommé le Clos des Cimes. Pas d'hôtel à l'horizon, seulement quelques propriétés privées nichées dans la forêt de pins. Mon premier réflexe fut rationnel. Une erreur de GPS, un saut de signal, ou peut-être un dîner d'équipe dans un chalet excentré. J'ai attendu 1 heure. Le point bleu n'est bougé pas. J'ai attendu 2 heures. Toujours rien. À 22 heures, j'ai envoyé un message. Bien arrivé ? L'hôtel est sympa ? La réponse est tombée 10 minutes plus tard. Magnifique, on vient de finir le cocktail de bienvenue. Je suis épuisé, je vais me coucher. Je t'aime. À cet instant précis, une décharge électrique a traversé ma colonne vertébrale. Elle mentait. Ce n'était pas une hypothèse, c'était une certitude géographique. Le point bleu était immobile dans cette villa isolée, tandis que ces mots la plaçaient dans un hôtel luxueux au centre de la station. Le doute est un poison à action rapide. En quelques minutes, il a corrodé mes 3 années de confiance absolue. J'ai commencé à fouiller dans ma mémoire, cherchant des indices que j'aurais ignorés. Les séminaires précédents, les soirées qui s'éternisaient, son téléphone qu'elle posait désormais face contre table. Et puis, un nom a surgi de l'obscurité de mon esprit. Sébastien, son ex-petit ami, celui dont elle disait n'avoir plus de nouvelles, mais dont le souvenir semblait parfois flotter comme une ombre entre nous. Une intuition viscérale m'a poussé à faire une recherche rapide. Sébastien possédait-il une propriété en montagne ? Quelques clics sur les réseaux sociaux, une photo datant il y a 2 ans montrant une terrasse en bois avec une vue imprénable sur le Mont Blanc. Le garde-corps de la terrasse sur la photo correspondait exactement au design de la villa que je voyais sur la vue satellite de la localisation de Julie. Le vertige m'a pris. Je ne pouvais pas rester là dans notre salon à imaginer l'inimaginable. J'ai attrapé mes clés, une veste épaisse et je suis descendu au parking. Le trajet de Paris vers les Alpes dure normalement 5h30. Cette nuit-là, j'ai eu l'impression de traverser un tunnel spatio-temporel, où seul comptait la vitesse. L'autoroute A6 était un ruban noir infini, seulement éclairé par mes phares et les balises de signalisation qui défilaient comme les secondes d'un compte à rebours. L'angoisse était une présence physique sur le siège passager, une pression constante sur ma poitrine qui m'empêchait de respirer normalement. Je passais par toutes les phases, la colère noire, le déni désespéré, elle a peut-être juste prêté son téléphone à une amie, et cette tristesse abyssale qui vous broie les os. Chaque kilomètre me rapprochait d'une vérité que je craignais plus que tout, mais l'incertitude était devenue insupportable. Je devais voir, je devais confronter la réalité aux pixels de mon écran. La radio diffusait des morceaux de jazz mélancolique qui semblaient se moquer de ma détresse. Je repensais à notre dernière dispute, si insignifiante, sur le choix d'un canapé, et je réalisais à quel point nous vivions dans des mondes parallèles. Moi, je construisais un foyer. Elle maintenait peut-être un pont vers son passé. À mesure que je m'approchais des montagnes, l'air s'est refroidi, et la neige a commencé à border la route. Le paysage devenait sauvage, oppressant. Les virages serrés de la montée vers le col m'obligeaient à me concentrer, mais mon esprit ne cessait de visualiser la villa. Que ferais-je une fois arrivé ? Allais-je hurler, frapper, pleurer ? Je ne me reconnaissais plus. Moi, l'homme calme, le médiateur, j'étais devenu un traqueur, un mari jaloux de vaudeville, poussé par une force primitive. La localisation de Julie n'avait pas bougé. Elle était là-haut, dans le silence de la nuit alpine, pendant que je brûlais mes dernières forces sur l'asphalte. L'absurdité de la situation me frappait par éclats.
J'étais en train de traverser la France sur la base d'un point bleu, risquant de détruire mon couple sur une suspicion. Mais au fond de moi, une voix glacée me murmurait que les points bleus ne mentent jamais. Les humains, si. Il était près de 4 heures du matin quand j'ai atteint le village. Le silence était total, une chape de plomb blanche recouvrait tout. J'ai éteint mes phares à quelques centaines de mètres de la destination pour ne pas être repéré. J'ai garé ma voiture derrière un bosquet de sapins et j'ai continué à pied. Le froid a mordu mon visage instantanément, mais je ne le sentais presque pas. L'adrénaline servait d'isolant. J'ai suivi le chemin forestier qui menait au Clos des Cimes. La villa est à Paris au détour d'un virage, une structure moderne de verre et de vieux bois, magnifique et terrifiante. Elle était perchée au-dessus d'un ravin, comme un nid d'aigle. 2 voitures étaient garées devant, une petite citadine de location, celle que Julie avait dû prendre à la gare, et un gros 4x4 sombre que j'ai reconnu immédiatement. C'était la voiture de Sébastien. Le dernier espoir auquel je me raccrochais, l'idée d'une coïncidence ou d'une erreur, s'est évaporé dans l'air glacial. Je me suis approché de la maison, mes pas crissant sur la neige durcie. Les larges baies vitrées offraient une vue imprégnable sur le salon. Une lumière tamisée brûlait encore à l'intérieur, projetant des ombres longues sur les tapis en peau de mouton. Je me sentais comme un fantôme, observant une vie qui n'était plus la mienne. Et là, je les ai vus. Ils n'étaient pas en train de faire quoi que ce soit de répréhensible au sens strict du terme, mais l'image était plus dévastatrice que n'importe quelle scène d'intimité crue. Ils étaient assis côte à côte sur le grand canapé, devant la cheminée où mouraient quelques braises. Julie avait la tête posée sur son épaule, et lui tenait sa main avec une familiarité qui ne s'apprend pas en un soir. Ils parlaient bas, leur visage éclairé par la lueur orangée. L'expression de Julie, je ne l'avais pas vue depuis si longtemps. C'était une expression de paix totale, d'abandon, loin du stress du cabinet et de la routine de notre appartement parisien. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas seulement été trahi, j'avais été remplacé, bien avant ce soir. J'étais le gardien du quotidien, tandis qu'il était le gardien de son cœur. La douleur a été si vive que j'ai dû m'appuyer contre un tronc d'arbre pour ne pas tomber. C'était un choc émotionnel pur, un effondrement des structures internes. Tout ce que j'avais construit, chaque projet, chaque mot doux, chaque promesse de futur, tout cela venait d'être aspiré par un trou noir. Je restais là, dans l'obscurité, à regarder la femme que j'aimais partager une intimité volée avec un autre homme, le tout financé par le mensonge d'un séminaire des travails. L'ironie était cruelle. Elle pensait être en sécurité, protégée par les montagnes et son alibi parfait, ignorant que la technologie qu'elle utilisait pour me rassurer était devenue l'instrument de sa chute. Je me suis demandé ce qui se passerait si je frappais à la vitre, si je hurlais ma rage au milieu de la nuit. Mais une étrange dignité m'a retenu. Ou peut-être était-ce juste de l'épuisement. À quoi bon faire une scène? Pour qu'elle cherche des excuses? Pour qu'il joue les provocateurs? La vérité était là, nue, sous mes yeux. Il n'y avait rien à ajouter. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo de la scène, un cliché flou à travers le double vitrage, simple preuve de ma présence et de leur trahison. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru capable de faire. J'ai envoyé un message à Julie, alors que je me tenais à 10 mètres d'elle. Est-ce que le lit est confortable au Grand Hôtel? Le mien est très froid ce soir. J'ai vu son corps se raidir sur le canapé à travers la vitre. Elle a pris son téléphone sur la table basse. J'ai vu son visage se décomposer sous la lumière de l'écran. Elle a regardé autour d'elle, paniquée, une expression de terreur pure sur les traits. Elle s'est levée brusquement, s'approchant de la fenêtre. Elle a scruté l'obscurité, là où je me tenais, dissimulée par l'ombre des pins. Nos regards ne se sont pas croisés, car elle ne pouvait pas me voir. Mais j'ai senti une connexion se rompre définitivement. Le lien invisible qui nous unissait depuis 3 ans venait de céder, avec le bruit sourd d'une branche qui casse sous le poids de la neige. Je n'ai pas attendu qu'elle sorte. Je n'ai pas attendu ses explications ou ses larmes. J'ai fait demi-tour, et j'ai remonté le chemin vers ma voiture. Chaque pas me semblait peser une tonne. La descente de la montagne s'est faite dans un état de dissociation complète. J'entendais le bruit du moteur, je voyais les virages, mais j'avais l'impression d'être spectateur de mon propre corps. La trahison a cela de particulier qu'elle vous vide de votre substance. Vous devenez une enveloppe, un contenant sans contenu. La route du retour a été un calvaire de pensées circulaires. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui me manquait? Et surtout, comment avais-je pu être aussi aveugle? La confiance est une forme de cécité volontaire, un accord tacite pour ne pas regarder dans les zones d'ombre. Et Julie avait cultivé une zone d'ombre de la taille d'une villa alpine. Le soleil se levait quand j'ai atteint les plaines de Bourgogne. La lumière matinale était d'une cruauté sans nom, révélant la grisaille du monde. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des dizaines d'appels manqués, des messages de plus en plus désespérés. Où es-tu? On peut expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, réponds-moi. Le répertoire classique de la culpabilité.
Je ne répondais pas. Je ne pouvais pas. Chaque mot qu'elle aurait pu prononcer n'aurait été qu'une pollution supplémentaire. La confrontation silencieuse devant la baie vitrée avait été plus éloquente que n'importe quelle discussion de rupture. Elle m'avait vu sans me voir, et dans ce non-regard, j'avais lu la fin de notre histoire. Je suis arrivé à Paris vers 10 heures du matin. La ville s'éveillait, indifférente au drame qui venait de se jouer. Je suis monté dans notre appartement. L'odeur de Julie était encore partout, sur les coussins, dans la salle de bain, dans le placard entrouvert. C'était insupportable. J'ai commencé à sortir ses affaires, avec une lenteur méthodique. Je ne jetais rien par les fenêtres, je ne détruisais rien. Je les posais simplement dans des sacs poubelles, un par un, comme on range les reliques d'une civilisation disparue. Chaque objet racontait une histoire. Le pull qu'elle portait pour notre premier Noël, les livres qu'elle disait vouloir lire mais qu'elle n'ouvrait jamais, ses produits de beauté qui encombraient l'évier. En 3 heures, j'ai effacé sa présence physique de notre foyer. Il ne restait que les murs et le vide. La porte a fini par s'ouvrir en fin d'après-midi. Elle était là, le visage ravagé par les pleurs et la fatigue, encore vêtue de sa tenue de montagne. Elle s'est arrêtée net en voyant les sacs dans l'entrée. Le silence qui a suivi était d'une densité étouffante. Elle a essayé de parler, mais seul un sanglot étranglé est sorti de sa gorge. Je l'ai regardée, et à ma grande surprise, je n'ai ressenti aucune colère. Juste une pitié immense. Pour elle, pour lui, pour nous, pour ces 3 années sacrifiées sur l'autel d'un passé qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Pourquoi, Julie ? Ai-je simplement demandé. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, a-t-elle balbutié. Sébastien était une erreur, une nostalgie. Je me suis senti perdu. On ne se perd pas à 500 km de chez soi par erreur, ai-je répondu calmement. On s'y rend avec une intention. Tu as planifié ce mensonge, tu as organisé ta trahison. Le séminaire, les valises, les messages de bonne nuit, tout était calculé. Elle s'est effondrée contre le mur, glissant jusqu'au sol. Je t'aime, je te jure que je t'aime. Non, Julie, tu aimes la sécurité que je t'apporte. Tu aimes l'idée de nous. Mais tu ne m'aimes pas moi. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas pu me regarder dans les yeux hier matin en sachant ce que tu allais faire quelques heures plus tard. La confrontation a duré des heures. Des heures de justification inutile, de larmes et de silence. J'écoutais sans vraiment entendre. Mon esprit était encore là-bas, sur le chemin enneigé, à regarder par la fenêtre. Cette image était devenue ma nouvelle réalité. Elle annulait tout le reste. Le choc émotionnel avait créé une fissure irréparable. Même si je lui avais pardonné, le doute serait resté là, tapi dans chaque retard, dans chaque message, dans chaque vibration de son téléphone. La confiance est une porcelaine qui, une fois brisée, peut être recollée. Mais les cicatrices sont trop tranchantes pour qu'on puisse à nouveau la tenir sans se blesser. À la fin de la soirée, elle a compris que c'était fini. Elle a pris 2 des sacs que j'avais préparés et elle est partie. Le bruit de la porte qui se refermait a résonné dans l'appartement vide, comme un coup de feu. Je me suis assis sur le canapé, le même canapé où nous avions projeté de vieillir ensemble, et j'ai regardé le point bleu sur mon téléphone. Elle était en bas de l'immeuble. Puis le point a commencé à bouger. Il s'éloignait, traversant les rues de Paris, devenant de plus en plus petit sur la carte. J'ai fini par désactiver la localisation. Le point a disparu. Le silence est revenu, mais ce n'était plus le silence paisible des matins de départ. C'était un silence de deuil. Je réalisais la profondeur de la remise en question qui m'attendait. Qui étais-je sans elle ? Qui était cette personne qui avait partagé ma vie pendant 3 ans ? Le mensonge du séminaire n'était que la partie émergée d'un iceberg de dissimulation. J'avais vécu dans une fiction confortable, et la chute dans le monde réel était brutale. Mais au fond de moi, malgré la douleur lancinante, je ressentais une étrange forme de soulagement. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, est une terre ferme. Le mensonge est un marais. J'avais quitté le marais. Et même si la terre ferme était aride et glacée, c'était un endroit où je pouvais enfin recommencer à marcher. Les semaines qui ont suivi ont été un long tunnel de grisaille. Les amis communs, les explications gênées, les souvenirs qui surgissent sans prévenir. Chaque coin de rue de Paris me rappelait un moment avec elle. Mais peu à peu, l'angoisse du trajet nocturne s'est estompée. La colère a laissé place à une mélancolie analytique. J'ai repensé à cette application de localisation, à cette petite faille qui avait tout changé. Sans elle, j'aurais continué à vivre dans l'illusion. J'aurais peut-être même fini par l'épouser, par fonder une famille sur des fondations pourries. La technologie m'avait brisé le cœur,
mais elle m'avait aussi sauvé d'une vie de faux-semblants. Aujourd'hui, quand je regarde la montagne, je ne vois plus seulement la neige et la beauté des cimes, je vois ce moment de confrontation silencieuse, ce visage de Julie baigné par la lueur de la cheminée. C'est une image que je porterai longtemps, comme une cicatrice de guerre. Mais c'est aussi un rappel que l'amour ne peut survivre sans une honnêteté radicale. La confiance n'est pas un dû, c'est un travail de chaque instant. Et parfois il faut faire 500 km dans la nuit pour réaliser que le chemin qu'on empruntait n'était qu'une impasse. L'appartement est désormais réaménagé. J'ai changé les meubles, les couleurs, l'ambiance. Il n'y a plus d'odeur de parfum fétiche, plus de sacs de voyage ouverts sur le lit. Juste moi, mes livres et cette nouvelle lucidité qui ne me quitte plus. Je sais que je pourrais à nouveau faire confiance. Un jour. Mais je sais aussi que je ne regarderai plus jamais un point bleu sur une carte de la même façon. Car derrière chaque pixel, il y a une réalité humaine, complexe et parfois cruelle, qui n'attend qu'une erreur de manipulation pour se révéler au grand jour. L'histoire de Julie et moi est terminée, mais elle m'a laissé une leçon indélébile. La vérité est un voyage que l'on doit être prêt à faire, même si le trajet nous brise le cœur et que la destination n'est qu'un champ de ruines sous la neige. Je me lève et je vais à la fenêtre, Paris brille sous la pluie fine. Je pense à toutes ces fenêtres éclairées, à tous ces couples qui dînent, qui rient, qui se promettent l'éternité. Combien d'entre eux vivent sur un mensonge? Combien de séminaires imaginaires se déroulent en ce moment même? Je n'en sais rien, et au fond cela ne m'appartient plus. J'ai quitté le théâtre des ombres. Je respire l'air frais de la nuit. Et pour la première fois depuis ce jeudi-là, mon cœur ne bat plus au rythme de l'angoisse. Il bat simplement pour lui-même, dans la clarté retrouvée d'une vie sans secret. La route a été longue, la confrontation a été dévastatrice, mais au bout du chemin, il y a cette paix étrange que seule la vérité peut offrir. Je ferme les yeux et je revois la montagne, mais cette fois, je n'y vois plus la trahison. J'y vois le sommet que j'ai dû gravir pour enfin voir l'horizon. La vie continue, plus vaste, plus réelle. Et dans ce nouveau monde, il n'y a plus de place pour les mensonges, seulement pour le courage d'être soi face à l'immensité du possible. Le souvenir de Sébastien, de sa villa, de cette nuit glaciale, tout cela s'efface lentement, comme une vieille photographie exposée trop longtemps au soleil. Ce qui reste, c'est la force que j'ai trouvée en moi pour partir sans me retourner. La dignité du silence contre le fracas du mensonge. C'est ma victoire secrète. Julie restera une leçon, un chapitre douloureux mais nécessaire.